Bonsoir, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique et aujourd'hui cap sur la Catalogne. Le Sénat espagnol doit se prononcer vendredi prochain sur la mise sous tutelle de la région. Le Premier ministre Mariano Rajoy prône la fermeté. Madrid veut reprendre en main les institutions, la police et les médias publics catalans accusés de propagande séparatiste. Et de l'autre côté, il y a le président du gouvernement régional catalan, Carles Puigdemont, qui appelle le peuple à faire front. Catalogne entre indépendance impossible et autonomie menacée. C'est le titre de notre émission. On a un débat avec José Rojas Alonso. Bonsoir, j'ai bien prononcé. Vous êtes avocat au barreau de Paris et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol à Paris, le PSOE. Allié de circonstance avec Mariano Rajoy ou pas, on va en débattre. En tout cas, allié avec Madrid contre le séparatisme en tout cas. Face à vous, Ignacy Fortuny. Bonsoir, vous êtes aussi avocat au barreau de Paris et de Barcelone. Vous êtes membre de l'Assemblée nationale catalane en France, une association qui promeut l'indépendance de la Catalogne. Je cite le statut: nous travaillons pour assembler des supports au procès démocratique et pacifique d'autodétermination de la Catalogne. Régis Juanico, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de la Loire à Nouvelle Gauche ici à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe d'amitié France-Espagne, particulièrement concerné par le sujet. Vos origines sont à la fois espagnoles au sens large et catalanes en particulier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Barbara Loyer, bonsoir. Vous êtes directrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8 et spécialiste de l'Espagne. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'Espagne en crise, une géopolitique au XXIe siècle, aux éditions Armand Collat. Merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation. Avant de débattre, retour en images sur la tension des derniers jours. Mariano Rajoy tape du poing sur la table avant-hier pour rétablir la légalité en Catalogne. Activation de l'article 155 de la Constitution qui permet la mise sous tutelle des régions qui menacent gravement l'intérêt général. Un Premier ministre espagnol qui veut révoquer le président catalan, Carles Puigdemont. Ce dernier fustige un objectif de liquidation. Ce sont ses termes. Retour en images avec Maïté Frémont. L'Espagne vit sa plus grande tragédie politique depuis 40 ans. Pour la première fois de son histoire, elle a recours à l'article 155 de la Constitution, l'arme la plus radicale de l'arsenal juridique du pays. Face aux indépendantistes, cet article permet à Madrid de prendre le contrôle des institutions catalanes et de suspendre le gouvernement régional de ses fonctions. Nous avons appliqué l'article 155 parce qu'aucun gouvernement, j'insiste sur le fait qu'aucun gouvernement d'un pays démocratique ne peut accepter que la loi soit ignorée, violée ou modifiée. Face à cette reprise en main de Madrid, le président indépendantiste de la Catalogne dénonce la pire attaque contre sa région depuis la dictature franquiste. Ce qu'il est en train de faire avec la Catalogne est une attaque directe à la démocratie qui ouvre la porte à d'autres abus du même type à n'importe quel endroit, pas seulement en Catalogne. L'autre réponse catalane, elle se fait dans les rues de Barcelone. Samedi et dimanche, ils sont plus de 450 000 à défiler en soutien à Carles Puigdemont. Nous allons continuer à nous battre et d'autres personnes se joindront à nous. Ce processus est imparable et il n'y a pas de retour en arrière. Le président catalan suit la seule procédure démocratique. Le Parlement a voté pour l'indépendance et le gouvernement l'a proclamé. Il n'y a pas d'autre option pour la Catalogne maintenant que de devenir indépendant. Une opinion loin d'être partagée par les habitants de Madrid. Ils auraient dû réussir à dialoguer, mais je pense qu'en Catalogne, les indépendantistes ne veulent pas parler. Ils veulent seulement leur indépendance. Je trouve que le gouvernement a très bien manœuvré. Ils ont donné aux indépendantistes beaucoup de facilités et dans de bonnes conditions. Le bras de fer entre Madrid et Barcelone se joue depuis des semaines. Début octobre, plus de 2 millions de Catalans tentent de voter sur la question de l'indépendance, alors que Madrid y est totalement opposé. Les dirigeants catalans annoncent que 92% des votants sont favorables à l'indépendance de la Catalogne. Le dernier mot reviendra au Sénat espagnol en fin de semaine. Il décidera d'entériner ou non la décision du chef de l'État.
Au même moment, le camp indépendantiste convoquera le Parlement régional. Voilà, question à vous quatre, question toute simple. Madrid qui prend les rênes de la Catalogne, est-ce que le gouvernement espagnol avait de bonnes raisons d'activer l'article 155 qui prévoit la mise sous tutelle de la région? José Alonso. Oui, simplement, il faut rappeler les faits. D'un point de vue strictement juridique, c'est vrai que le référendum qui avait été convoqué pour le 1er octobre a été convoqué dans des conditions d'illégalité. Ça a été dit non seulement par le tribunal constitutionnel espagnol, mais ça avait même été, par anticipation, on va dire, un peu évoqué par un organisme catalan qui est le Conseil des garanties, qui avait dit, voilà, cette loi qui est votée dans l'urgence, dans des conditions d'urgence, ne nous paraît pas être votée dans des conditions normales, parce qu'on devrait pouvoir offrir là un espèce de débat parlementaire, ce qui paraît le minimum pour ce genre de décision. Organiser un référendum d'autodétermination là, dans ces conditions-là était très très contestable. Résultat des courses, on a eu un référendum qui s'est déroulé dans des conditions très contestable parce qu'il n'y avait aucune garantie, il n'y avait pas de recensement officiel des électeurs. Pour prendre un exemple, on ne sait pas si les électeurs catalans résidant à l'étranger, par exemple résidant en France, avaient le droit de voter ou pas. Moi, j'ai vu aucune information à ce sujet-là et j'ai vu aucun bureau de vote concernant les Catalans, par exemple, à Paris ou en France. Donc, problème grave de légitimité et de bien fondé de ce référendum, dont les conditions ne nous paraissent pas être les minimales pour assurer un vote démocratique. Surtout que quand on sait comment ça s'est passé, il y a une tension, il y a une grosse pression des médias et des indépendantistes sur le reste de la population. C'est pas fait pour avoir un débat serein. Je crois que le débat sur l'avenir de la Catalogne, comme sur l'avenir de l'Espagne, méritait mieux. On a vu l'exemple de l'Écosse, ça s'est quand même beaucoup mieux passé, mais là on avait une campagne électorale pour le référendum beaucoup plus longue, de plusieurs mois, voire de presque un an. Là, je rappelle le résultat, donc ce référendum à 90% des votants qui s'expriment pour l'indépendance de la Catalogne, 42% de participation seulement. Est-ce qu'il y a, Ignacy Fortuny, est-ce qu'il y a des problèmes de légitimité de cette élection, de ce référendum? Je voudrais tout de même insister sur le fait, c'est que la Généralité de Catalogne a demandé à plusieurs reprises au gouvernement espagnol, donc c'est le gouvernement régional de Catalogne. Voilà, donc de pouvoir organiser un référendum dans les formes et avec l'accord du gouvernement espagnol. Ceci a été impossible sous prétexte que la Constitution ne le permettait pas. Or, j'ai mes doutes. Je pense que la Constitution, comme toutes les constitutions, ne sont pas des textes rigides. Et je pense qu'avec une volonté politique, on aurait pu parvenir à organiser un référendum comme en Écosse et dans les mêmes conditions. Le gouvernement espagnol ne l'a pas fait, donc effectivement, après c'est très compliqué effectivement d'organiser un référendum lorsque le gouvernement régional ne dispose pas de la liste des votants, puisque c'est la propriété de l'État. Que les urnes, il ne disposait pas des urnes, il avait fallu faire, pour avoir des urnes, tout un mécanisme extrêmement compliqué, et que par-dessus le marché, ça s'est passé dans des conditions terribles. Enfin, moi-même, je suis allé voter avec toute ma famille, et j'ai pu voir de mes propres yeux ce qui se passait, les conditions dans lesquelles se sont passées. Bien entendu, ce n'est pas un référendum comme il aurait dû l'être, mais la faute à qui ? Je pense qu'il est quand même important de dire, c'est que si ce référendum n'a pas eu toutes les garanties qu'un référendum de cette caractéristique méritait, c'est uniquement la faute au gouvernement espagnol qui a refusé de parvenir à un accord pour organiser un référendum dans les formes. Gilles Nico, vous êtes député français d'origine catalane, espagnol, catalane. Vous êtes plutôt pour les indépendantistes, question claire, ou plutôt pour le gouvernement espagnol, pour Madrid? Ni pour les indépendantistes, ni pour le pouvoir central aujourd'hui et Mariano Rajoy. L'article 155, il n'a jamais été utilisé en 40 ans, depuis la mise en place. Depuis 1974, oui. Donc c'est normalement, au niveau de la Constitution, une arme de dissuasion. Et comme toute arme de dissuasion, normalement, il est fait pour ne pas être utilisé. Et on a vraiment l'impression, dans la confrontation actuelle, et dans l'état de tension qui est de plus en plus fort,
que finalement, des deux côtés, dans les deux camps, qui n'est pas simplement une tension verbale, parce que là, on passe aux actes, finalement, on utilise finalement ces armes atomiques que serait d'un côté l'article 155 et de l'autre la déclaration unilatérale d'indépendance, qui sont aujourd'hui agitées comme des menaces. Alors, est-ce que dans cette escalade-là, à un moment donné, on n'entendra pas simplement les faucons qui s'agitent autour de Rajoy, mais qui s'agitent aussi aux côtés de Puigdemont, ou est-ce qu'à un moment donné, on va être en capacité de se remettre autour de la table, ce qui va être très compliqué. Très compliqué. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une volonté de dialogue, puisque quand même, l'objectif, c'est qu'en Catalogne, il y ait plus d'autonomie, à un moment donné, par rapport au pouvoir central, sans aller vers l'indépendance. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est en train de créer une situation qui fracture littéralement en deux la Catalogne aujourd'hui et ses habitants. L'activation de l'article 155, elle était inévitable. Selon vous, comment vous voyez la situation ? Moi, je dirais d'abord que pour moi, c'est important de souligner que le problème est interne à la Catalogne. C'est-à-dire, j'ai tendance à m'opposer à une façon de parler qui oppose Madrid et Barcelone comme si on était dans un match de foot. En fait, il y a 17 communautés autonomes et l'Espagne, c'est très compliqué. Et la Catalogne, là, la société catalane est véritablement cassée en deux. En 2014, il y a eu une consultation donc, qui n'était pas un référendum, dans laquelle il y a donc une partie minoritaire de la population qui s'est déplacée. Ensuite, en 2015, il y a eu des élections régionales qui ont été, on va dire, nommées comme si, enfin, les nationalistes ont dit que ce serait plébiscitaire et les nationalistes, eux, ont été encore une fois majoritaires en sièges, pardon, minoritaires en voix. Donc, on a une société, si vous voulez, qui est vraiment extrêmement partagée, hein. Et donc là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est déplorable du point de vue de la société catalane. Et je pense que ce qui est grave, c'est que les tensions montent. Alors là, et montent en Catalogne, parce que j'imagine pas qu'il y aura une guerre civile en Espagne, mais en Catalogne, ça peut mal tourner. Vous voulez dire c'est 50-50 ? On est dans quelque chose comme ça. En fait, là, l'article 155, il va servir théoriquement, s'il est accepté par le Sénat. Par le Sénat vendredi. Un petit peu long. Mais disons que, et puis peut-être que Puigdemont viendra au Sénat, et puis peut-être qu'il y aura une autre solution avant l'application de l'article 155. Mais disons, tel qu'il a été annoncé, il a été annoncé pour reconvoquer des élections. J'observe que les séparatistes sont pas très favorables aux élections. Pourtant, c'est aussi un risque. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Après, j'en sais pas. C'est ce qu'a dit Puigdemont ou c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'on dit des personnes autour de lui. C'est aussi un risque pour le gouvernement espagnol que de convoquer des élections. Mais il me semble que c'est un petit peu un moyen pour l'instant de faire retomber la tension que de repasser par la case électorale. Par ailleurs, je constate aussi quand je regarde les médias télévisuels et quand j'écoute les éditorialistes espagnols de différents journaux que Mariano Rajoy finalement a été beaucoup moins radical que ce que réclamaient beaucoup de gens. Dans le Parti socialiste y compris, par exemple Felipe González disant qu'il était plus représenté, et puis des éditorialistes. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont poussé à ce qu'il soit plus ferme, etc. Donc sur cette séquence très courte, en fait, par rapport à une partie de l'opinion publique espagnole, il a été assez lent. En revanche, les choses sur lesquelles on peut s'interroger, c'est comment ça se fait alors qu'on a un processus indépendantiste qui a véritablement démarré, on va dire, depuis 2010 et plus encore depuis 2014, pourquoi est-ce qu'on attend 2017 pour qu'il se passe quelque chose du point de vue de l'État? Mariano Rajoy, il est à sa place. Mais comment ça se fait que c'est maintenant qu'on est à cette place-là? D'accord. Question toute simple également. Pourquoi Madrid veut reprendre en main donc les institutions catalanes, la police et les médias, notamment la chaîne publique TV3 ? Parce que... Enfin, je pense que il est important de voir que il y a malgré tout, parce que ça il faut se situer un peu dans un contexte un peu de ce qui s'est passé ces dernières années. Déjà, depuis, en fait, ça a démarré en 2000, au moment du gouvernement Aznar, où il avait la majorité absolue. À partir de ce moment-là, moi, José María Aznar, Premier ministre conservateur.
conservateur du même parti d'ailleurs que Mariano Rajoy. Qui est un faucon aujourd'hui. Qui est un faucon, qui pousse. Oui, bien sûr. Beaucoup plus ferme. Et à ce moment-là, moi je disais à ma femme, puisque moi je vivais entre Toulouse et Barcelone à cette époque, et je disais, la Catalogne, psychologiquement, est en train de quitter l'Espagne. Faites attention. Je n'ai pas été le seul de le dire. Il y a M. Piqué, qui était aussi du parti de Aznar, du Parti populaire, qui avertissait le gouvernement de Madrid, faites attention, la Catalogne est en train de quitter l'Espagne. Et M. Montilla, socialiste, qui était président de la Généralité de Catalogne à l'époque, disait la même chose. À Madrid, voilà, on veut rien entendre. Mais je reviens à ma question sur la police et sur les médias. À ce moment-là, alors, effectivement, ce sont des institutions séparatistes ? Non, elles ne sont pas forcément séparatistes, tout simplement. Parce qu'il faut tenir compte d'abord, qu'est-ce que c'est que la télévision catalane ? La télévision catalane, aujourd'hui, c'est la chaîne de télévision la plus démocratique de toute l'Espagne. Je suis désolé et j'insiste sur ce point-là. Par exemple, encore samedi, quand il y a eu la manifestation, il y avait un débat parallèle. Quand ils montraient les images, il y avait en même temps des gens de toutes les couleurs qui chacun manifestait et expliquait son point de vue. Dans la télévision catalane, on voit toujours des débats et des gens de tout positionnement politique. Or, si en Espagne, aucune chaîne, qu'elle soit publique ou privée, c'est la même voix. On dit la même chose, on ment, on raconte n'importe quoi. Et bien entendu, ça, en Catalogne, bien entendu, quand on voit et on compare, parce que les Catalans peuvent voir les deux chaînes, les chaînes catalanes et les chaînes espagnoles, les Catalans vous le disent, c'est surprenant. Ce n'est pas un hasard que El País a perdu en 4 ans, a perdu 70% de ses lecteurs. Rojas Alonso, je suppose que vous n'êtes pas d'accord. Disons que c'est tout le problème de ce débat sur l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a quelquefois l'impression que certains indépendantistes réagissent plus par, de façon sentimentale ou par indignation contre quelque chose, et en particulier contre la droite du Parti populaire, du Parti de Rajoy, que vraiment sur un projet d'avenir. Je m'explique. Moi, j'ai parlé depuis des années. Je connais beaucoup d'Espagnols et je connais beaucoup de Catalans également, qui vivent à la fois là-bas. J'ai même de la famille là-bas et j'ai des amis catalans aussi ici. Quand on leur pose la question, mais est-ce que vous savez vers où on va ? Réponse générale, non. Donc c'est un peu inquiétant parce que il y a une chose qui est claire, c'est que l'Espagne est un État de droit. C'est une démocratie. D'ailleurs, l'autre jour au Parlement européen, on avait un ancien Premier ministre belge qui disait mais qui peut donner des leçons de démocratie à l'Espagne aujourd'hui ? Personne. Parce que c'est un État de droit. Ensuite, il y a des décisions. Il y a des décisions du tribunal constitutionnel annulant certaines procédures, dont ce fameux référendum en Catalogne, mais contre des décisions juridictionnelles, on est obligé soit de les respecter, soit ça veut dire qu'on n'a plus les mêmes règles pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé là avec cette histoire de TV13, de la télévision publique catalane ? C'est que moi j'entends le discours effectivement un peu parano, de dire voilà, dans le reste de l'Espagne on n'aime pas les Catalans. Enfin, moi j'entends ce discours-là et ça commence à être un peu agaçant et à être très mal perçu dans le reste de l'Espagne parce que personne n'a de dents contre les Catalans spécialement. En Catalogne même, vous avez, selon les derniers sondages... On dit aussi le contraire. Oui, mais justement, on dit, selon les derniers sondages... Que les Catalans n'aiment pas les Espagnols. Je ne sais pas, mais il y a des réactions comme ça qui sont, j'allais dire, très basiques, à la limite un peu brutales, qui sont pas à tenir en compte. Il y avait des sondages juste la semaine précédant le référendum, on avait des sondages qui disaient qu'à 55%, les Catalans ne voulaient pas de l'indépendance. Donc, ce que disait Madame tout à l'heure est tout à fait vrai. On est arrivé à un point où on est abouti à une société catalane, pas la société espagnole, mais une société catalane extrêmement divisée sur ce sujet-là et qui a été un peu radicalisée par une campagne permanente des indépendantistes. Donc il faut aussi dire qu'ils ont un intérêt particulier à cette situation-là. Je m'explique. Depuis 2010, il y a eu 3 élections partielles en Catalogne, 3 élections anticipées, où à chaque fois, les indépendantistes ont perdu des voix et des députés. Alors qu'ils pensaient à chaque fois en gagner plus, à chaque fois ils en ont perdu. Et le problème, c'est vraiment celui-là, c'est de savoir quel intérêt ont les indépendantistes à ne pas vouloir des élections parlementaires ? Tout simplement parce qu'il est très probable que dans des élections parlementaires, dans des conditions normales, ils perdent cette majorité. D'où l'intérêt effectivement non pas de contrôler, de reprendre le contrôle sur la télévision publique catalane, mais d'avoir aussi une voix pluraliste. Parce que ce que disait mon interlocuteur là sur la télévision publique ou les autres télévisions en Espagne, c'est tout à fait vrai, elles sont
pluralistes. Peut-être la télévision publique moins que les autres, mais elles sont en général tout à fait pluralistes. Mais certains tiennent en Catalogne le même discours sur TV13 en disant mais c'est la voix des indépendantistes, il y a très peu de pluralisme. Et il y a eu des débats où même en présence du président Puigdemont, vous avez des gens qui contestaient en disant mais vous représentez une partie de la Catalogne, mais vous n'êtes pas forcément majoritaire dans le pays, il ne représente pas tous les Catalans. Le vrai problème il est là, c'est que, comme le disait mon voisin député, c'est qu'effectivement il faut arriver à penser en termes généraux d'une réforme territoriale, de voir comment on peut améliorer les choses. Moi je pense que c'est pas en rajoutant une frontière sur la carte politique de l'Europe que ça va miraculeusement arranger tous les problèmes des Catalans, qui viennent en grande partie d'ailleurs de la gestion des gouvernements catalans jusqu'à maintenant, une gestion qui a consisté à supprimer beaucoup de droits, à limiter beaucoup de droits, notamment en matière de santé et d'éducation. C'est la réalité. Et une région autonome de Catalogne qui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, est aujourd'hui très endettée. C'est la région la plus endettée d'Espagne. Donc le mythe comme quoi la Catalogne se porte mieux que les autres et qu'elle traîne les autres régions plus pauvres d'Espagne, à mon avis, c'est très contestable. Mais Gilles Juanico, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peuple catalan distinct la constitution du reste de la nationalité. Il n'y a pas une nation. C'est d'ailleurs un des points de friction des décisions du tribunal constitutionnel en 2010, qui a rendu sa décision 4 ans après l'adoption par le Parlement espagnol du statut de la région de Catalogne. Et je pense, on va y revenir, mais qui est un des ferments finalement de ce qui arrive aujourd'hui, 7 ans plus tard aujourd'hui, et aussi du fait que derrière Rajoy n'a pas souhaité tendre la main, dialoguer et avoir ce dialogue qui aurait permis peut-être de nouer de façon positive avec les Catalans sur un peu plus d'autonomie, de compétences ou d'autonomie budgétaire. Il n'a pas saisi cette main-là à l'époque, il s'y opposé. Donc aujourd'hui la question c'est est-ce que l'article 155 a vocation à être appliqué ou est-ce que c'est simplement une menace pour pousser aujourd'hui les indépendantistes à accepter la convocation d'élections anticipées? C'est très difficile à appliquer l'article 155 dans une région qui fait 7 500 000 habitants, où les pouvoirs de l'État sont faibles, où les prérogatives de la région sont extrêmement étendues, sans doute une autonomie parmi les plus importantes, les plus poussées en Europe. Alors, mettre sous tutelle l'exécutif, le chef de l'exécutif et ses ministres, mettre sous tutelle du ministère de l'Intérieur, les 17 000 policiers des Mossos d'Esguardia, mettre sous tutelle les médias, bon, ils ne sont pas attaqués pour le moment à ce qui est par contre un des foyers importants de l'indépendantisme, c'est-à-dire l'enseignement, le système éducatif et les écoles. Parce que là, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très puissant en Catalogne, mais c'est pas facile à appliquer. Donc on voit bien que c'est plutôt aujourd'hui quand même partie de poker menteur qui est en cours, qui arrive à son apogée, et on va voir qui va céder le premier, quoi. Donc deux voix s'offrent donc à Puigdemont, donc se déclarer en rébellion et proclamer la République catalane, ou faire marche arrière pour préserver l'autonomie de la région et convoquer des élections régionales. Ça désactiverait l'article 155 ? C'est ce qu'a dit le Premier ministre Mariano Rajoy, que ça faisait partie des possibilités pour arrêter un processus qu'il a mis en marche, mais qui va prendre un certain nombre de semaines, puisque pour l'instant, il essaye d'appliquer assez rigoureusement toutes les démarches et les processus. Donc, il faut réunir certaines commissions du Sénat, il faut convoquer Puigdemont, il faut que... Et donc... C'est 6 mois, et après à ce moment-là, si des jamais, élections anticipées. Si jamais ça a lieu, en effet, c'est théoriquement, de ce qu'ils ont exprimé, au maximum 6 mois pour organiser des élections. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la question de la police autonome a été soulevée. C'est que lors de la consultation du 1er octobre, il semblerait que Mariano Rajoy ait compté sur la police autonome et que les officiers, en tout cas de la police autonome, n'aient pas répondu de la bonne manière. Et donc du coup, évidemment, pour organiser un scrutin, le gouvernement souhaite avoir la main sur l'ensemble des officiers qui mèneront la chose. Et pour ce qui est de TV13, de la télévision, je pense qu'il est important de se dire que on n'est pas dans une télévision catalane qui a toujours été pareille.
Il y a eu des changements de directeur de la télévision catalane récemment et on est dans un processus indépendantiste. Certains journalistes la décrivent comme un repère de séparatistes. C'est-à-dire en fait, elle est pas globalement, je pense pas, enfin moi je connais pas l'intérieur de la télévision catalane ni tous ces professionnels. Ce que je sais, c'est que par exemple le parti associé à Podemos, qui est Catalunya Sí es Pot, a présenté une motion au Parlement catalan contre la nomination de Vicent Sánchez comme directeur de la télé catalane, qui a donc été votée par tous les partis non indépendantistes parce que il y aurait eu une trop grande politisation de ce personnage ainsi que de la personne qui était en charge de l'ensemble des médias. Donc en fait, on est dans un moment, il s'agit d'un moment, il y a une stratégie mise en route pour arriver à quelque chose qui serait la déclaration d'indépendance, et donc il y a convergence de moyens pour atteindre son but. Et dans cette convergence-là, à ce moment-là, la télévision catalane peut en faire partie. C'est pas dans l'absolu, depuis qu'il existe la télévision catalane, qu'on peut dire ça. Ignasi Fortuny, question tout simple, on a posé la question sur Mariano Rajoy et l'activation de l'article 155, question sur Carles Puigdemont. Pourquoi veut-il l'indépendance? Et pourquoi vous, personnellement, vous voulez l'indépendance? Est-ce que vous avez de bonnes raisons? Je pense qu'à l'heure actuelle, au point où nous en sommes, même encore récemment, le gouvernement espagnol, par l'intermédiaire de son ministre des Finances, M. Montoro, a fait une proposition ridicule aux Catalans. Si vous arrêtez, on va vous donner 5 centimes de plus. C'est ce qu'il a dit, grosso modo. Alors, quand la situation... Mais vous, pourquoi vous voulez l'indépendance? Alors, c'est quoi les raisons? D'abord, les raisons sont simples. Oui. Il y a des raisons à caractère... Bon, nous, on considère que la Catalogne constitue une nation, parce que la majorité de la population, y compris un grand nombre des non-indépendantistes, se considèrent comme tels. Deuxièmement, on considère que, en tant que nation, nous avons le droit à l'autodétermination. Et troisièmement, les gouvernements espagnols, quels qu'ils soient, parce que je critique également les socialistes, qui, même si je fais une différence entre les socialistes et le Parti populaire, hein, ça, je voudrais quand même le préciser. Mais même à l'époque des socialistes, à chaque fois, le gouvernement espagnol, il y a eu une guéguerre depuis 40 ans. Le tribunal constitutionnel n'a fait que s'occuper des conflits Catalogne-Espagne. Donc il arrive un moment où, et qu'est-ce qui s'est passé en Catalogne? Il y a eu un ras-le-bol. Il a dit ça suffit. Et maintenant, vous ne voulez pas nous écouter, vous ne voulez pas qu'on se mette à table, eh bien, au revoir, on s'en va. Et c'est un peu pour cette raison que les Catalans aujourd'hui, alors qu'ils représentaient à peine 20% jusqu'à maintenant, ils sont passés à 50%, voire plus. Deuxièmement, je voudrais dire concernant les élections, je n'ai pas pu me présenter, je pense qu'aujourd'hui faire des élections, ça ne servira strictement à rien, parce que même s'il y a des élections en Espagne, c'est le PP qui va encore augmenter ses voix. Donc le Parti populaire espagnol, le Parti conservateur espagnol. De M. Rajoy, et en Catalogne, les indépendantistes vont améliorer leurs résultats. Alors, faire des élections dans ce contexte, je ne pense pas qu'on avance. L'issue des élections est très incertaine. Oui, mais El Periódico, qui n'est pourtant pas un journal qui peut être taxé d'indépendantiste, vient de publier un sondage dans lequel il dit que ça ne va pas bouger d'un centime. Lui, il le dit. Madame, messieurs, je vous propose de rejoindre Bruxelles. Jean Quatremer est avec nous. Hein. Vous êtes le correspondant à Bruxelles pour le journal Libération. Merci d'être avec nous. Jean, on a l'impression qu'à Bruxelles, les Européens ferment les yeux sur la Catalogne. La crise catalane ne cesse d'enfler, mais les dirigeants européens ont fermement soutenu leurs collègues, Mariano Rajoy, sans même avoir pris le temps d'en débattre. Absolument, c'est vraiment tous derrière le Madrid. On refuse l'idée même qu'une région européenne puisse prendre son indépendance. Et le message qui a été envoyé à la Catalogne est très clair. Si vous prenez votre indépendance, on ne vous reconnaîtra pas. Vous quitterez l'Union européenne et vous quitterez la zone euro. Et ensuite, vous devrez redemander votre adhésion. Alors évidemment, ça ne fonctionne que si Madrid, évidemment, reconnaît l'indépendance de la Catalogne. Si Madrid ne reconnaît pas l'indépendance de la Catalogne, eh bien, il ne se passera strictement rien. C'est-à-dire que la Catalogne restera dans l'Union européenne et dans la zone euro. La question ne se posera qu'au moment où Madrid reconnaît cette indépendance. C'est le piège dans lequel, d'ailleurs, les indépendantistes catalans veulent faire tomber Madrid, parce que le seul moyen qu'ils ont, en clair, d'exclure la Catalogne, c'est de les reconnaître.
Voilà. Donc, mais ce qui est très étrange en fait à Bruxelles, que dans l'atmosphère actuelle à Bruxelles, c'est la sous-estimation de la gravité du problème. Il est très étonnant de voir qu'on sait depuis plus d'1 an que les Catalans vont organiser, enfin les indépendantistes catalans vont organiser un référendum d'autodétermination, et on n'est absolument pas intervenu dans le processus. On n'a pas fait passer les messages nécessaires à la Catalogne, on n'est pas intervenu auprès de Mariano Rajoy pour lui dire qu'il fallait qu'il traite le problème et qu'il arrête de traiter par le mépris les revendications des indépendantistes catalans. On n'a pas traité le problème à la racine, parce que je pense que si on avait traité le problème à la racine, on n'aurait pas la situation actuelle. Il pouvait même organiser le référendum à la suite d'une modification de la Constitution. Je pense qu'il l'aurait gagné. On l'a bien vu en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne l'a autorisé, puis les Écossais ont voté et ils ont massivement rejeté l'idée de l'indépendance. Mariano Rajoy est responsable de ce qui est en train de se passer. Et les Européens ne se rendent pas compte que si la situation dégénère, et il est possible qu'elle dégénère, on ne peut absolument pas écarter qu'il y ait des actions terroristes, je ne pense pas tellement des Catalans, mais je dirais de la partie la plus droite, de la plus à droite de la société espagnole, hein, des gens qui sont des nostalgiques du franquisme ou des phalanges, fassent le coup de feu contre les indépendantistes. On ne peut plus rien exclure aujourd'hui, la situation échappe à tout contrôle. Donc je suis très étonné. Alors en plus, ça déforce l'attitude européenne, ça la déforce vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est qui sont devenus des démocratures. Parce que si on dit que cette affaire est une affaire intérieure espagnole dans laquelle l'Union européenne n'a pas à intervenir, je ne vois plus très bien au nom de quoi on intervient dans les affaires intérieures hongroises ou polonaises. Parce que où l'état de droit c'est une valeur qui est universelle, ou elle ne l'est pas. Alors là, ce qu'on voit, c'est une différence de traitement très claire entre l'Espagne et les pays d'Europe de l'Est. Et je pense que ça laissera des traces durables au sein de l'Union européenne. Merci Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles. Je rappelle votre dernier ouvrage, Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques, aux éditions Calment-Lévy. Comment vous réagissez au propos de Jean Quatremer? Ça peut dégénérer cette affaire? Oui. Disons que ce qu'on constate en tout cas, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'Espagne c'est un État de droit. Il y a des recours quand on n'est pas d'accord sur des décisions de justice. On a parlé beaucoup ces derniers jours de la mise en détention provisoire de 2 leaders de 2 organisations indépendantistes. Il y a des recours. Je veux dire, tout ne dépend pas de l'État central, tout ne dépend pas du Premier ministre Rajoy, et heureusement, parce que c'est une démocratie. Donc quand il y a eu des troubles justement avec la police régionale catalane, effectivement, c'était dû principalement au refus d'exécuter des ordres donnés par l'autorité judiciaire espagnole, à savoir plusieurs juges d'instruction ou des juges qui avaient engagé des poursuites sur un certain nombre de faits. Peu importe les faits, mais c'est des autorités judiciaires, c'est des juges qui ont donné des instructions, et on a constaté que la police régionale catalane, donc les Mossos d'Esquadra, étaient très réticents maintenant à suivre ces instructions-là, et ça pose effectivement un grave problème parce qu'on a l'impression qu'ils ont, en tout cas les responsables ont pris parti pour les indépendantistes, et vous avez beaucoup de policiers, y compris dans la police régionale catalane, qui se posent beaucoup de questions en disant mais pourquoi on m'oblige à faire ce genre de choses alors que moi, ce débat-là ne m'intéresse pas. Moi, j'ai promis de servir la Catalogne, mais dans le respect des lois et de la Constitution espagnole. Que ça puisse dégénérer, mais bien évidemment, parce que lorsqu'on a radicalisé comme ça le débat public sur une question, justement, sur l'avenir de la Catalogne, l'avenir de l'Espagne, alors que c'est un sujet, justement, qui mérite un débat en profondeur et un débat long, je prends toujours l'exemple de l'Écosse, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans la précipitation et en quelques jours. Là, on a voté la loi d'organisation du référendum fin septembre pour tenir un référendum le 1er octobre. C'est pas très sérieux, ça méritait mieux que ça. Barbara Loyer, une réaction, et après j'ai une autre réaction à vous faire écouter. Je voudrais rappeler quand même en matière de violence que l'ETA n'est pas dissoute, que l'ETA a arrêté de tuer des gens en 2011, qu'il y a eu que donc, si vous voulez, ce qui a été de la violence en Espagne, c'est depuis l'amnistie de 77 et la constitution de 78, c'est plus de 860 morts tués par un groupe nationaliste basque. Et je pense que ça a un poids en fait considérable dans la manière dont
ont pu se dérouler les débats et les représentations géopolitiques des grands partis espagnols que sont le Parti socialiste et le Parti populaire, qui en fait, au lieu de penser aux conséquences géopolitiques que pouvaient avoir les cessions de compétences au coup par coup et sans forcément penser l'ensemble de l'Espagne, je pense que ça a orienté fortement la représentation de ces grands partis vers le fait que ce qu'ils défendaient, c'était la démocratie contre le terrorisme de l'ETA. Et que du coup, ensuite, les cessions de compétences qui ont été très importantes après la Constitution, puisque ce n'est pas une Constitution fédérale, finalement ont eu des conséquences qui n'ont pas été pensées par ces deux grands partis. Et je pense que c'est extrêmement important de rappeler ça, parce que, si vous voulez, c'est un État compliqué, l'Espagne, et que par exemple, les nationalistes basques ou les nationalistes catalans ou les nationalistes d'autres régions qui sont minoritaires n'ont pas l'intention que l'Espagne soit fédérale et améliore la gouvernance d'un État fédéral pour être pareil, parce que le projet politique est d'être à moyen, court ou long terme, pour les petits-enfants si nécessaire, mais qu'il y ait un jour un État. Donc le but, c'est pas de consolider une chose espagnole. Donc que les grands partis se soient assis confortablement sur le fait qu'il est très difficile de changer la Constitution sans eux et que ce soit manifestement une erreur, ça, c'est sûr. Mais discuter ou négocier avec des nationalistes sur l'amélioration du système espagnol, quand l'objectif du parti, puisqu'il s'appelle nationaliste, c'est d'aboutir un jour à l'indépendance, c'est aussi compliqué. Je voulais qu'on écoute la réaction de la France face aux événements, hein, position assez classique. On écoute Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et on réagit juste après. Nous sommes amis de l'Espagne et nous sommes attachés à son unité et à ses fondamentaux constitutionnels. Mais nous pensons que c'est les principes de base qui permettent d'avoir entre nous une relation saine, forte, vivante, et une amitié qui n'a jamais été aussi forte depuis de nombreuses années, et nous entendons bien qu'elle se poursuive. Régis Juanico, position classique, non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Réaction classique, diplomatique, j'ai envie de dire même un peu langue de bois. Pareil pour les chefs d'État européens, la Commission européenne. Moi, je suis vraiment saisi du soutien contraste. À Madrid, un soutien à l'unité espagnole, quand même. Oui, alors moi, je vois comme le tous les chefs d'État contraste qu'il y a entre la situation il y a 2 mois, 19 août, les attentats à Barcelone, Cambrils, et bien évidemment les manifestations de solidarité de toute l'Europe, de partout dans le monde, par rapport à l'Espagne, par rapport à la Catalogne, bien évidemment. Et puis, une situation qui s'est dégradée, mais de façon massive depuis maintenant 2 mois, et silence radio des politiques aujourd'hui en Europe. Alors bien évidemment, c'est compliqué. S'ingérer dans des affaires intérieures d'un pays qui est un État membre. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été bon de pouvoir initier au moins de façon informelle une médiation avec des groupes politiques, des grandes personnalités politiques, entre l'indépendance d'un côté... Ça, Madrid n'en voulait pas. Entre l'indépendance d'un côté et le statu quo aujourd'hui qui est mortifère puisqu'il va conduire au choc frontal, on le sait bien aujourd'hui, dans la relation entre Madrid et la Catalogne, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin possible et un dialogue qui peut être noué? C'est quand même ça la question que doivent se poser les autorités politiques européennes. Parce que je crois que cette situation, je crois que c'est l'eurodéputé Jean Lamassoure qui disait: est-ce que vous imaginez Sarkozy accepter une médiation de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, sur une affaire concernant la Corse? C'est inimaginable. Mais j'avais pas pensé à Sarkozy pour la Catalogne, je vous rassure. Mais pour la Corse. Mais non. C'est inimaginable. Mais parfois, il faut un petit peu sortir des sentiers battus, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le ronron, la diplomatie européenne, et j'ai peur que d'autres situations se dégradent et dégénèrent, comme c'est le cas aujourd'hui en Catalogne. On ne peut pas laisser passer. Allez-y. Je voudrais préciser que s'il y a eu un peuple qui est pro-européen, ça a bien été la Catalogne, depuis toujours. Ne serait-ce que parce que, pour les Catalans, un peu plus de Bruxelles, ça voulait dire un peu moins de Madrid. Ça a toujours été un peuple très pro-européen. Aujourd'hui, je pense que l'Union européenne, indépendamment, on peut comprendre que sur le plan diplomatique, on essaye de ménager parfois la chèvre le chou, mais je pense que l'Union européenne a commis une erreur ces dernières semaines dans la façon dont ils se sont prononcés à l'égard de Rajoy. Parce que le problème catalan
n'est pas uniquement le problème catalan n'est pas le seul en Espagne. L'Espagne est un pays en crise. Il y a une crise de la corruption, il y a une crise de la monarchie, il y a une crise territoriale, il y a une crise économique, il y a beaucoup de crises. Et la Catalogne, c'est peut-être celui qui s'est manifesté le plus dernièrement. Mais il n'y a pas que ce problème. Sauf que chaque gouvernement espagnol, pour avoir une majorité au Parlement, noue des alliances avec des partis nationalistes. Dans le passé, ils l'ont fait, effectivement. Et on leur cède aussi des choses. Et on leur a cédé des choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème beaucoup plus grave. À mon avis, le problème, ce n'est pas la Catalogne, c'est l'Espagne. Je le dis clairement. Et vous allez le voir. Il y a une crise sociale en Espagne, crise depuis 2007. La Catalogne fortement touchée. C'est la communauté autonome où il y a le plus grand nombre d'expulsions immobilières, où les coupes budgétaires, santé, services publics ont été les plus fortes. Ceci explique cela ? Mais bien sûr, je crois que, contrairement à ce que dit mon interlocuteur, au contraire, j'allais dire malheureusement, il y a des points communs évidents entre ce qui se passe en Catalogne et dans le reste de l'Espagne. On a beaucoup parlé de la corruption en Espagne. Oui, effectivement, on a un parti populaire qui est totalement miné par la corruption, ce qui nuit évidemment à l'autorité de Mariano Rajoy, qui pour moi est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités manifestement. Mais on pourrait dire la même chose en Catalogne. On a quand même eu un président de la région autonome de Catalogne, Jordi Pujol, qui est lui aussi impliqué dans un scandale de corruption énorme. C'est lui-même qui a avoué qu'il avait volé des millions d'euros à la Catalogne pendant toute la période où il était président. Son successeur, Artur Mas, a été écarté justement de la présidence de la Catalogne sous pression des partis les plus extrémistes. Bien sûr que si, des partis les plus extrémistes, parce qu'il refusait de voir Artur Mas reconduit comme président de la Généralité de Catalogne. Donc les problèmes qui existent en Catalogne sont d'abord, à mon sens, des problèmes économiques et sociaux. Et ils sont effectivement communs avec beaucoup de régions d'Espagne, pour pas dire avec beaucoup de régions d'Europe. La France s'en sort effectivement un petit peu mieux au niveau de la crise économique, mais l'Espagne a subi une période de crise économique très grave. Et la meilleure preuve que la situation n'est pas si différente en Catalogne que dans le reste de l'Espagne, c'est que les premières mesures, j'allais dire, de restrictions budgétaires et de politique qu'on appelle de rigueur en matière économique et sociale, ont été prises justement par la Généralité de Catalogne. Il y a eu des manifestations, parce que ça on l'oublie aujourd'hui, mais il y a eu des manifestations monstres aussi contre le président de la Catalogne, Artur Mas à l'époque, parce qu'il réduisait les politiques sociales, il coupait dans les dépenses sociales, et ça a causé des problèmes déjà. Alors on l'oublie aujourd'hui, mais par exemple Artur Mas, il s'est retrouvé à un moment avec d'autres parlementaires, arrivé au Parlement en hélicoptère. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu. Donc en réalité, et c'est ça qu'il faut comprendre, toute cette histoire en fait, nous conduit à une conclusion, c'est que la politique économique et sociale des gouvernements catalans, qui était marquée à droite, est très proche de celle du gouvernement Rajoy. Et ça explique beaucoup de gens, beaucoup de détresse sociale, beaucoup de gens effectivement d'expulsion, mais beaucoup de problèmes en Espagne où on n'arrive pas à retrouver le niveau économique qu'on avait avant la crise, notamment au niveau des salaires. Vous avez des familles qui sont dans la misère la plus totale. On avait avant des salaires qui n'étaient pas déjà très élevés à 1000 €. On se retrouve avec le même travail, mais pour des salaires 2 fois moins importants. Madame, et c'est ça le vrai problème. Madame, messieurs, je vous propose d'aller sur le terrain. En Catalogne, on est en direct avec Manel Riu. Il est professeur d'espagnol de castillan en Catalogne. Il est catalan. Bonsoir Manel. D'abord, première question toute simple. Comment vous réagissez à ce débat D'abord, est-ce que vous êtes plutôt pro-Madrid ou pro-indépendantiste, sans faire match de foot Bon, je suis surtout contre les idées reçues et contre les poncifs. Et malheureusement, j'ai entendu beaucoup de poncifs, beaucoup d'idées reçues, surtout de la part du représentant du Parti socialiste à Paris. Et bon, je suis indépendantiste et je suis prof d'espagnol. Et c'est normal. Il y a plein de Catalans qui parlent normalement le castillan et qui sont pour l'indépendance. Il y a plein de Catalans qui parlent le catalan et qui sont pour l'indépendance. Je ne suis pas le seul prof d'espagnol qui est pour l'indépendance. Il y en a qui sont contre. Et là, vous voyez, c'est mon lycée. Pas de problème. Il n'y a pas d'écroulement. C'est la Catalogne. Et pourquoi, question simple, pourquoi vous réclamez l'indépendance? Alors, quelles sont vos raisons à vous? Bon, monsieur Ignasi Fortuny, il a très bien expliqué ça. Il y en a marre. C'est-à-dire, surtout depuis 2010, il y a eu constamment la pression du gouvernement de Madrid. Et ce n'est pas le Parti populaire, parce que c'est aussi le Parti socialiste. Il faut dire que Zapatero, à l'époque,
avait promis récupérer la partie qu'on avait perdue de l'Estatut par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qu'on allait récupérer tout ça moyennant des lois. Et Zapatero n'a pas tenu ça. D'autonomie qui a fait marche arrière, c'est ça qui vous a déçu? Non, maintenant je vous dis, c'est pas l'identité, parce que nous on n'est pas des identitaires. C'est pas l'argent, parce que c'est pas ça le problème. Maintenant c'est un problème de dignité. Je vous l'ai dit, de l'humiliation continue de la part du gouvernement de l'Espagne et de la justice espagnole. Oui, monsieur, je me rappelle votre nom. C'est ça, l'humiliation continue. Ma fille maintenant est la peur de la garde civile. Ma fille est la peur de la garde civile. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la Guardia civile frapper son oncle, par exemple. Et nous, avec les Mossos, la seule police... Quoi? Excusez-moi. Oui, Manel Rieu, j'avais une question pour Carles Puigdemont, donc le patron de la Generalitat, la région catalane. Il dit que Madrid a recours à des méthodes façon Franco. Est-ce que c'est pas exagéré ou est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous? Écoutez, on a deux leaders de deux mouvances indépendantistes en prison, juste pour avoir organisé des manifestations. On a frappé des vieillards, des jeunes. Les enfants ont vu comment on frappait leurs parents, et vous croyez que ça c'est pas une dictature, c'est une démocratie l'Espagne, mais on bafoue pas mal de droits. Et on utilise la répression contre par exemple maintenant on va intervenir la télévision catalane. Vous parliez de la télévision catalane. Oui. TV3, on l'a dit, les débats à TV3, il y a toujours les différents représentants de différentes tendances politiques. Et nous, le problème maintenant, c'est un problème de liberté, de dignité, pas d'identité. On n'est pas des proto-nazis, on est des gens normaux qui prennent l'indépendance et qui habitent avec des gens qui ne prennent pas l'indépendance. Et on habite ensemble. Il n'y a pas... Vous êtes professeur dans le secondaire, vous êtes professeur dans le secondaire, il y a l'école en Catalogne, alors les anti-indépendantistes disent que là-bas on lave le cerveau des enfants, tout ce qui est espagnol, castillan est banni pour privilégier tout ce qui est catalan. Est-ce que c'est vrai ou pas, selon vous? Il y a une grande indignation parmi les enseignants à propos de tout ça, parce que le gouvernement de Mariano Rajoy, depuis quelques jours, dit tout le temps que nous, on est des monstres qui endoctrinons les enfants, et nous, on est des professionnels. On est des profs de castillan, des profs de physique, des profs de maths. Chez nous, on ne chantait pas El Segador au lycée. On ne chantait pas l'hymne national. On fait des cours normaux. J'enseigne l'espagnol aux élèves. Hein. Moi, j'enseigne l'espagnol aux élèves. On ne traque pas les enfants en fonction de la langue qu'ils parlent en famille. C'est pas vrai. Si vous regardez les programmes scolaires, il n'y a pas un mot contre l'Espagne. Rien. Nous, on enseigne, on apprend aux élèves l'histoire d'Espagne. On leur apprend les mêmes choses que partout en Espagne. Alors pourquoi on est considéré des monstres? Vous me voyez? J'ai le visage d'un monstre. Non, certainement pas. Comment vous voyez l'issue de cette affaire? Comment ça va se terminer pour vous, selon vous? Bon, il faudra dialoguer. Il faudrait dialoguer. Mais ça correspond au gouvernement de Rajoy de dialoguer. Parce que, comme l'a dit à plusieurs reprises, depuis 7 ans, on a proposé une fois et 1000 fois le dialogue. Vous savez la réponse de Rajoy ou du gouvernement du moment. Bon, il y a une constitution, vous pouvez essayer de la réformer. On sera toujours minoritaire. Merci Manel Rieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes intervenu depuis la Catalogne ce soir. Merci d'être venu. Venez en Catalogne, c'est un très beau pays. Merci à vous. Le dialogue, c'est ça, c'est ce qu'il faut. C'est un peu compliqué dans ces termes-là, parce que là, on lance des accusations. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Espagne, c'est un État de droit. Bien sûr qu'il y a eu des excès, mais je le disais tout à l'heure, il y a eu des excès des Mossos d'Esquadra en 2010-2011, quand on manifestait contre la politique économique du gouvernement de la Generalitat. Donc, des excès, il y en a partout. Il y en a en France aussi. Il y a toujours eu des manifestations où il y a des coups de matraque déplacés sur les manifestants. Non, la vraie question, c'est que tous ces aspects-là, et je
parle d'ailleurs en présence de mon confrère, il y a eu des recours, il y a des plaintes qui sont examinées par des juges. Les juges sont indépendants. Ils ont même fait un communiqué récemment pour dire ça commence à être agaçant qu'on mette systématiquement en cause l'autorité des juges alors qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Ils sont pas aux ordres du gouvernement Rajoy, ils appliquent la loi. Et les 2 leaders qui ont été emprisonnés, qui ont été mis en détention préventive, c'est pas juste pour avoir organisé une manifestation. C'était pas ça l'objet de la détention et leur mise en cause. La mise en accusation visait des problèmes d'obstacles faits à l'activité des forces de police. Ils avaient manifesté et avaient empêché des policiers, des gardes civils si je me souviens bien, de sortir d'un immeuble qui en l'occurrence était le ministère de l'économie catalan. C'est ça qu'on leur reproche. C'est pas seulement, c'est pas l'emprisonnement comme on l'a dit. C'est pas des prisonniers politiques. Non, non, c'est des gens qui ont pris des initiatives politiques et qui, sans respecter la loi, et parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, sont emprisonnés. Alors, une voix qui porte à propos de cette tension, celle de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, d'origine catalane. Il est né à Barcelone et vous allez le voir, il est très alarmiste. On écoute et on réagit juste après. L'idée qu'on pourrait démanteler des États et des États-nations et un pays aussi important que l'Espagne est une idée particulièrement dangereuse. Quand on joue avec notre histoire, avec nos frontières, on oublie tout simplement que certes, on vit en paix depuis 70 ans, que l'Espagne est sortie de la dictature depuis 40 ans, mais que quand on joue avec les frontières, avec l'histoire, tout est possible, l'histoire est tragique et on peut connaître de nouveau la guerre. Quand une grande région qui représente 20% de la richesse d'un pays comme l'Espagne, avec en effet une ville aussi symbolique que Barcelone, que tout le monde connaît, décide la sécession, alors que ça n'est pas prévu dans la Constitution, alors que ça va à l'encontre de la Constitution, à un moment, un gouvernement, un État doivent prendre les décisions qui s'imposent. Ce qu'il faut souhaiter, c'est bien évidemment de nouvelles élections en Catalogne et après le dialogue entre chacun, parce que seul le dialogue et une solution politique sont possibles. Ça peut déraper. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif. C'est pour ça que les autorités européennes et françaises doivent soutenir l'Espagne aujourd'hui. On pourrait se retrouver face à une situation de guerre. C'est très fort ce que dit Manuel Valls. En tout cas, il faut travailler à la désescalade. Parce que là, on voit bien, les deux camps d'ailleurs s'accusent mutuellement de coups d'État et de putsch juridique. Donc ça veut dire quand même qu'on est vraiment dans une situation sur laquelle il faut bien évidemment renouer le fil du dialogue. Je ne suis pas certain que ce soit forcément que des questions de richesse, de fiscalité. C'était pas à l'origine, je crois, forcément au cœur des revendications. Alors, on dit beaucoup que ces indépendantistes sont des identitaires qui défendent la langue catalane et des égoïstes qui pesteraient contre les impôts. Hein, la Catalogne étant une région riche, depuis 2008, elle en aurait marre de payer pour le Sud, comme ce qui se passe en Italie. Moins que dans d'autres régions comme la Lombardie et la Vénétie, c'est moins prégnant. Et cette revendication, elle est revenue parce que la crise de 2008, la crise financière était quand même très très mal gérée entre le pouvoir central et la Catalogne. Et alors que c'est le poumon économique aussi, un peu la Catalogne. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les élections sont quand même très incertaines si elles ont lieu, car elles peuvent très bien déboucher sur un renforcement de la majorité parlementaire indépendantiste. C'est une possibilité, mais elles peuvent aussi le déjuger. Et je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, l'incertitude économique qui pèse sur la Catalogne. On n'a pas évoqué la question ce soir, mais ce qui se passe aujourd'hui avec les banques, les entreprises, le secteur du tourisme, le fait qu'on menace la Catalogne de sortir de l'Union européenne, qu'elle ne pourra pas y rentrer si facilement que cela, peut aussi peser sur le vote des électeurs catalans en cas de nouvelles élections. Donc je pense qu'il faut se parler avant, trouver les voies d'un compromis, et puis sur ce mandat-là, aller aux élections pour ratifier. Barbara Loyer, le mot de la fin, ce qui se passe en Catalogne, ça peut mal tourner. Je pense que si vous voulez, un des problèmes, c'est quand même qu'il y a un petit parti extrémiste anti-système qui est la CUP, dont les anticapitalistes d'extrême gauche, dont les dirigeants et je pense les militants sont extrêmement déterminés à ne pas abandonner, on va dire, tout un travail qu'ils ont fait depuis un certain nombre d'années et dont l'intérêt serait aussi de provoquer éventuellement des conflits ou une aggravation pour forcer cette fameuse négociation. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à vous quatre d'être venus débattre avec nous. Débat très enrichissant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On parle de toute autre chose. On parle de l'ISF, de la taxe d'habitation, du diesel, les mesures votées à l'Assemblée. Vous le savez, les députés doivent adopter demain en première lecture la partie recette du projet de loi de finances 2018, le premier budget Macron. À demain, bye bye.